Donc, rebonjour à tous et puis bonjour aux nouveaux qui se seraient connectés lors de la pause. Donc, on a le plaisir d'accueillir Amina Bourras et Amine Beneni pour discuter des risques et opportunités pour le secteur de l'assurance. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, ben, je vous laisse la parole. Merci Xavier. Et bon, moi je vais commencer. Je vais dire que l'incertitude, quand il y a de l'incertitude, il y a une infinité de possibilités. En ce moment, moi j'adore m'accrocher à cette phrase parce qu'elle me donne de l'espoir. Quand il y a de l'incertitude en ce moment partout, dans tous les domaines, et le domaine de l'assurance n'est pas épargné, paradoxalement, sachant que c'est son ADN, donc c'est de gérer les risques et d'anticiper et de les anticiper. Aujourd'hui, justement, tout le monde espère d'avoir une réponse à cette incertitude et on, on espère que l'IA et la technologie nous aident à trouver des réponses à toutes ces incertitudes. Donc, permettez-moi de me présenter. Je suis Amina Bourras. J'ai 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. J'ai évolué dans ce secteur dans des directions, notamment des directions financières au sens large. Je suis actuaire de formation et d'actuariat et j'ai fait des directions d'actuariat, de la data et des directions des risques. Et depuis 2023, je suis consultante. J'accompagne les assureurs, les acteurs de l'assurance dans leur transformation. Et avec une conviction qu'en utilisant l'IA et l'innovation comme levier, on peut amener une transformation du secteur. Ben, ce travail, je le fais avec mes partenaires d'Acovia, dont Amine, qui est l'expert IA et innovation, que je laisse se présenter. Je vais faire court. Donc moi, je viens de la physique théorique à la base. Donc en 2010, je me suis reconverti dans la data. À l'époque, le sujet, c'était pas l'IA, c'était le big data, parce qu'il y avait tout un enjeu de maîtriser la donnée encore qui se posait. Et puis progressivement, on a eu les premiers modèles de machine learning, le deep learning qui a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a la nouvelle vague, c'est l'IA générative. Donc, il y a des sujets techniques, mais moi, très vite, je me suis rendu compte que les enjeux ne sont pas que techniques, ils sont ailleurs. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais il faut quand même comprendre un peu la technique, donc je vais quand même rappeler quelques fondamentaux. Je vais aussi étendre un peu au-delà des fondamentaux sur certains concepts qui sont utiles dans le cadre de l'assurance. Moi, j'ai donc d'abord travaillé pour d'autres, ensuite j'ai monté une start-up. C'est une start-up qui a développé des jumeaux numériques pour l'industrie à base d'IA, mais à côté de ça, j'ai aussi fait des prototypes pour d'autres domaines, dans l'assurance, la santé, etc. Je vais essayer de synthétiser un peu cette expérience et vous montrer un peu quel rôle ça peut jouer aujourd'hui. Donc, dans le cadre d'Acovia, l'idée, c'est justement d'insister sur ce côté. Quand on veut pousser l'innovation, ce n'est pas que des sujets techniques ou c'est pas. En fait, les sujets ne sont pas isolés. Il faut avoir une vision globale de comment est-ce qu'on amène l'innovation, parce que quand on amène la technique, il faut l'intégrer dans un environnement. Je l'ai vécu en tant que start-upper, du coup, j'amenais de la technique, mais je me suis vite heurté à des enjeux d'intégration, de SI, puis des enjeux métiers, des enjeux stratégiques. Et en fait, il faut avoir la vision globale quand on veut pousser de l'innovation. L'IA est une forme d'innovation. Et donc, dans le cadre d'Acovia, on est en train de se structurer avec différents partenaires, donc des experts, des entreprises, différents types de structures, justement, pour traiter ces sujets-là avec une dimension complète. Je vais vous en reparler à la fin. Et donc là, je vais laisser Amina d'abord introduire le sujet, puis je reviendrai. Ok, parfait, Amine. Merci, Amine. Donc, cette présentation, bon, je vais d'abord faire une présentation du contexte et des challenges et des problèmes aujourd'hui auxquels fait face le secteur de l'assurance. Ensuite, Amine parlera des leviers possibles et comment la technologie peut porter des réponses. Et on terminera par l'impact de qu'est-ce que ça signifie et l'impact pour l'assurance. Quand il y a du flou, je pense que la meilleure réponse, c'est que se poser et revenir aux fondamentaux. Donc, revenir tout simplement à la mission de l'assurance. Certes, c'est
la mission d'un assureur, l'assurance, elle est fondée sur une notion de risque. Donc, l'assureur, il vient apporter une réponse à un problème qui est, en général, la réponse, elle est pour supporter une conséquence financière qui a été suite à un sinistre ou un danger et qui touche soit des biens, soit des personnes. Et de ce fait, c'est un acteur vraiment, c'est un acteur majeur qui joue un rôle important dans la sécurité des biens et des personnes. Et du coup, il a une mission sociale dans la protection des personnes et aussi des biens et aussi dans la prévention. Et la prévention, c'est vraiment une mission intégrante, on va dire, du rôle de l'assurance. Et en plus, il y a sa mission économique parce que l'assureur, c'est le premier financier de l'économie. Et comment il fait ça dans la définition, c'est vrai, très très vite, on oublie quand on parle au grand public, les gens, ils résument l'assureur à quelqu'un qui collecte des primes et qui paye des sinistres. Et malheureusement, cette vision, elle est très réduite, mais parce qu'on s'est fermé aussi à cette vision, parce qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités, beaucoup de façons d'aller au-delà pour remplir cette mission. Mais le secteur aujourd'hui, justement, il est en face de plusieurs défis et des challenges parce que tout l'écosystème, il est en évolution. Il y a 2 facteurs importants aujourd'hui, que ce soit pour l'assureur ou autre, mais ça touche beaucoup plus l'assureur. On a le facteur du climat et le facteur de technologie. Donc, on a le climat le dérèglement climatique qui s'accélère, donc entre la sécheresse, les inondations, les tempêtes, donc vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais à côté, on a aussi l'évolution technologique qui viennent perturber cet écosystème et qui fait, on va dire, émerger de nouveaux risques. Donc, on va parler beaucoup du risque, du cyber-risque, des attaques informatiques. Et devant ça, ces nouveaux risques, on constate qu'ils sont complexes déjà à modéliser pour plusieurs raisons. Donc, on voit l'assureur tout simplement parce qu'on n'a pas les données pour pouvoir les modéliser, parce qu'on est sur des modèles historiques, puisque c'est ce qu'ils ont présenté tout à l'heure, Ève et Antoine. Donc, nos modèles, on était dans les observations du passé qu'on essaye de dupliquer pour évaluer le futur. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans une forme de rupture, parce que les phénomènes ne sont plus les mêmes, donc on n'a pas suffisamment de données donc pour pouvoir améliorer ou affiner ce risque. Et il y a aussi un changement que ça change très très vite, donc il y a un sujet de stabilité et aussi il y a l'augmentation de la fréquence et de la sévérité et aussi la dépendance entre tous ces phénomènes. Donc, on en parlait tout à l'heure, entre la sécheresse, l'inondation et les tempêtes, il y a ce phénomène de dépendance qu'on prend rarement dans nos modèles. Et c'est à peu près la même chose pour la cybersécurité. C'est un nouveau risque. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc, on est assez prudent pour aller proposer des solutions d'assurance. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et sur ces nouvelles technologies qui arrivent, donc on voit quand même à côté que les technologies évoluent. Il y a beaucoup de choses qu'on commence à avoir. Il y a toutes ces architectures avec une puissance et une performance de calcul qu'on n'avait pas auparavant. Et aussi un volume de données. On a de données open source qu'on n'avait pas auparavant et qui sont très, très, très détaillées et très importantes et qui portent des informations très intéressantes. Et en plus, on a aussi tous les objets connectés qui nous permettent la collecte de nouvelles données et du coup, et des outils de traitement, des algorithmes sophistiqués. En plus, l'avènement de l'IA génératif qui fait encore plus de bruit. Tout ça arrive dans un monde, arrive très vite déjà.
Et les organisations et les structures ne sont pas encore préparées à ça. Les systèmes, donc, on fait face à des systèmes d'information vieillissants qui ne sont pas, on va dire, adaptés à recevoir rapidement ces technologies. Et après, il y a une course vers, on va dire, de compétitivité. Donc, il faut bien les installer. Donc, on voit bien ces nouvelles technologies qui s'installent. Par exemple, bon, avant, c'était l'IT qui s'occupait de ces sujets. Maintenant, on voit bien des plateformes côté marketing ou dans d'autres métiers parce qu'il faut avancer et ça chamboule les organisations. Donc, on voit bien qu'on crée un monde à deux vitesses au sein des structures. Et pour justement encadrer tout ça, on a les réglementations qui arrivent. Et en plus des réglementations du secteur, dont je ne vais pas en parler aujourd'hui, il y a aussi les réglementations sur ces deux sujets, que ce soit sur le climat ou sur la technologie. Donc, c'est le secteur de l'assurance, il est toujours connu par une inflation réglementaire, mais ça, ces dernières années, c'est encore plus. Et ces réglementations, donc, qui dit réglementation, dit qu'il y a une augmentation du risque de non-conformité. Et en plus, ces réglementations exigent beaucoup de reporting. Donc, on se retrouve avec des équipes au sein des assureurs qui sont amenés à faire beaucoup de reporting et beaucoup de temps à gérer pour assurer cette conformité réglementaire qui est des fois un frein pour l'innovation. Mais du coup, les organisations se trouvent et les métiers se trouvent sous pression parce que bon, il y a beaucoup de responsabilités. On leur demande de faire beaucoup de choses et de connaître surtout, d'apprendre beaucoup de choses et très, très vite. Entre l'évaluation des risques et les nouveaux produits, une capacité à s'adapter à cet écosystème rapidement et donner des réponses, évaluer les risques émergents et qui sont induits par tous ces changements. Et en plus, aussi, ils sont soumis à plusieurs normes et contraintes. Entre les normes réglementaires qui doivent, notamment, je pense aux actuaires, qui doivent aussi être au courant et savoir un peu c'est quoi la réglementation, c'est qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et qu'est-ce ils ont le droit de faire ou pas faire, que ce soit le régulateur, les contraintes imposées par le régulateur, ou il y a des normes internes. Des fois, c'est la conformité entre le RSSI, le DPO et toute la conformité interne. Et on se rajoute à ça les délais très, très courts parce qu'il faut répondre très vite aux consommateurs, et, que ce soit le client interne ou le client externe. Et donc il faut intégrer cette notion d'immédiateté pour répondre très vite et en plus avec cette charge de reporting. Mais avec ça, on a des opportunités. Donc, quand la technologie arrive, ça ouvre des opportunités pour qui? Pour d'autres acteurs. Notamment, on voit arriver beaucoup de nouveaux acteurs sur le secteur. Donc, on voit beaucoup d'insurtech qui sont très agiles et qui n'ont pas de legacy, et qui sont à l'aise avec toute la technologie. Et aussi les géants de la technologie qui essayent de positionner sur le milieu de l'assurance, et après également sur des nouveaux modèles de distribution et des outils qui permettent de trouver des réponses aux nouveaux comportements des consommateurs qui veulent des produits rapidement, trouver le meilleur produit dans des délais au meilleur tarif, des délais très très courts. Du coup, les enjeux de cette évolution, ils sont multiples pour l'assureur. On a des enjeux d'organisation, des enjeux de mindset et de culture, et aussi des enjeux de méthode. Donc, articuler entre l'innovation et les contraintes réglementaires, ce n'est pas toujours évident, donc il faut pouvoir le faire. Amener les fonctions gestion des risques à aller au-delà de la partie réglementation et documentation, parce qu'il y a beaucoup de documentation dans ces fonctions-là, et aussi faire attention à cette dette qui s'accumule. Cette dette, la dette, c'est quoi?
c'est rien d'autre que du risque. Donc, avec ces technologies, on voit bien arriver une dette technique, mais pas que technique. Il y a aussi une dette de compétences, parce que, bon, on voit bien un écart de compétences, ça va très, très vite. Il y a les gens, ils ne vont pas tous à la même vitesse entre ceux qui arrivent, les nouvelles générations et les anciens. Donc, il y a aussi une dette de méthodo, d'organisation et une dette culturelle. Donc, tout ça, ça représente des risques et que l'assureur, il est amené à les gérer et à les maîtriser. Et comment aujourd'hui, justement, la technologie et on va dire, parce qu'on souvent on mesure la technologie à l'IA, ben, on va parler en général l'IA et la technologie, comment ils peuvent nous apporter une réponse à tous ces sujets-là. Je vais faire passer la parole à Amine pour nous parler du premier levier. J'ai le temps, ouais, 11h15, ok. Alors, je vais déjà commencer juste par faire une remarque sur le mot intelligence artificielle. Le mot intelligence artificielle ne renvoie pas à une techno, c'est un thème, hein, c'est une intention, c'est un domaine général où on veut simuler l'intelligence humaine. En fait, les technos, elles évoluent, elles changent. Il faut savoir que moi, quand j'avais ouvert un livre d'IA il y a 15 ans, c'était des algorithmes d'analyse de graphes. En termes de traitement du langage, c'était des règles syntaxiques. Tout ça, aujourd'hui, personne ne va vous dire que c'est de l'IA, c'est fini. Quand j'étais petit, je me souviens, Deep Blue, d'IBM avait battu Kasparov, c'était de l'IA. On avait dit ça et l'IA a battu l'homme. Personne aujourd'hui va dire que Deep Blue, c'est de l'IA, c'est de la recherche brute force sur des arbres des possibles. Voilà, donc le mot IA, c'est pas forcément un bon mot, mais c'est le mot que tout le monde utilise. Donc on va l'utiliser, mais on va le recontextualiser un peu. Donc, juste, quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle surtout de machine learning, c'est-à-dire qu'on parle d'apprentissage à partir des données. Pourquoi ça a explosé? Parce qu'en fait, il y a eu tout le big data. En fait, on a accumulé des données. À côté de ça, on a eu des choses comme les jeux vidéo, on a des cartes graphiques, on a pu faire des calculs. Donc, on a la capacité de calcul, on a les données et on a repris des modèles. Par exemple, les random forest, c'était les années 90, hein, mais finalement, ça a explosé qu'à partir de 2014. Le deep learning, c'est des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est les années 60. J'étais pas né, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient nés, mais ça a explosé que depuis. En fait, ça a commencé à faire du bruit dès 2012. 2014, il y a eu les premières librairies, c'était Theanos à l'époque. Et ensuite, il y a eu TensorFlow en 2016. Et à partir de 2016, ça a explosé. Voilà. Et c'est parce qu'il n'y avait pas le bon contexte pour exploiter ces outils. Donc, la différence, alors, l'IA, ça reste un programme informatique, mais il y a une différence fondamentale à comprendre, hein, c'est que, à la différence des programmes qu'on écrit, quand on code un logiciel ou n'importe quoi, on va fixer le comportement du système. Donc, on va dire, par exemple, quand je fais un copier-coller, moi, le développeur, je vais dire, tu mets ça dans un buffer, tu le copies là, et c'est un système déterministe. Donc, il va fonctionner pareil pour tout le monde, tout le temps. Là, quand on est sur du machine learning, l'algorithme, en fait, l'algorithme ne code pas le comportement, la sortie du système. En fait, l'algorithme, il code la partie apprentissage. Et en fait, la sortie du système, elle est apprise à partir des données en entrée. Donc, on a une logique, en fait, d'apprendre sur des exemples. Et donc, par contre, on ne maîtrise pas la sortie. Ça, c'est le petit inconvénient. Et donc, tout le sujet, en fait, quand on va faire de l'IA ou du machine learning, ça va être comment est-ce qu'on maîtrise les données et les sorties. Donc, ça va être un peu le thème de fond sur la partie technique. Je vais beaucoup insister sur les entrées et les sorties. Parce qu'en fait, avec le temps, je me rends compte que ça ne sert à rien de parler des modèles, parce que les modèles, ils vont, ils viennent, ils changent. Le vrai sujet, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce que je récupère en sortie. Et à partir de là, on peut vraiment réfléchir et penser comment est-ce qu'on aborde l'IA et le machine learning. Donc, de programme informatique à IA, donc ça, c'est un exemple voilà, que je prends pour illustrer. Je veux créer un algorithme qui discrimine entre différents animaux. La méthode programme classique, je vais écrire des if-else, c'est moi qui vais coder, je vais dire si la taille machin, si le pelage machin. Je peux me retrouver avec des embranchements très complexes. Dans des cas simples, je m'en sors. Dans des cas compliqués, on peut plus faire. On ne peut plus écrire des règles à la main. Donc, c'est là où on va avoir intérêt à passer sur des algorithmes qui apprennent ces règles tout seuls, parce qu'ils sont plus performants que nous pour apprendre les règles. Ça s'est développé notamment avec Internet, forcément. Un des exemples, c'est par exemple la détection de spam. Vous avez des emails. C'est quoi les règles pour détecter un spam? Je peux les écrire. Par contre, il faut que je vérifie que ça marche sur des millions, voire des milliards de mails. Et ensuite, bien évidemment, on est dans un système adversarial, c'est-à-dire que chaque fois que je vais écrire des règles, les gens derrière, ils vont changer. Donc, on a des
Et d'ailleurs, c'est le cas. Enfin, les gens, à chaque fois, on voit des tendances. À un moment, il y avait des tendances à remplacer les lettres par les chiffres, etc. Donc, tout le monde, enfin, les gens vont essayer de… Dès qu'on comprend qu'il y a des règles et qu'elles sont identifiées, on va essayer de les contourner. Donc, c'est des problématiques. S'il y en a qui ont fait de la fraude, c'est exactement la même logique. On va essayer de construire des règles. Système adversarial, les gens vont essayer de contourner les règles, etc. C'est le jeu du chat à la souris. C'est pareil en cybersécurité. Voilà, tout ça. Donc, le sujet, c'est de dire, c'est pas toujours intéressant de coder les règles. Donc, on veut les apprendre. Comment on les apprend? Il me faut des exemples d'entrée et de sortie. Donc, je vais prendre mes entrées, je prends les sorties que je vais apprendre, je mets ça dans un algo qui est optimisé pour faire l'apprentissage. On s'en fiche du détail de comment il apprend, machin. On sait qu'il a la capacité d'apprendre et on lui donne ça et on laisse se débrouiller. Et puis après, on vérifie bien évidemment qu'il a appris. Alors, il y a tout un ensemble de méthodes, on va faire de la cross-validation, etc. Mais voilà, on contrôle un peu qu'on a bien appris ce qu'il faut apprendre. Donc, là, c'est la version très courte des différents types d'IA. Alors, en fait, là, je le présente comme si c'était des technos séparés. La réalité, c'est que c'est plus des poupées russes. Donc, en fait, l'IA générative, c'est du deep learning, qui lui-même est du machine learning. C'est juste que, voilà, aujourd'hui, on ne va pas utiliser le mot machine learning. En général, quand on va parler de machine learning, on va plutôt faire référence à des approches de type random forest, etc. Donc, vous voyez bien que je différencie par rapport aux entrées et aux sorties. Tout le reste ne m'intéresse pas. En fait, pendant très longtemps, on faisait des entrées-sorties, c'était des données structurées, c'était des tableaux, des Excel, des CSV. Et la sortie, c'est une donnée structurée. En général, je fais une régression, donc c'est une valeur, c'est une classification. Ensuite, à un moment, on a voulu travailler sur les données non structurées. Donc, les données non structurées, c'est les données où l'information, je ne peux pas la récupérer de façon systématique. Donc, dans une image, dans un texte ou dans un signal audio, il y a de l'information. Alors, l'audio, on ne sait pas lire avec nos yeux, mais bon, le texte, nous, on sait le lire. L'image, nous, on voit tout de suite que c'est un cheval. Pour un algo, c'est juste une bouillie de pixels, c'est des 0 et des 1. Donc, il n'est pas capable de distinguer. Et donc, si je vous donne toutes les photos de chevaux, toutes les photos de chats et de chiens, que je vous dis d'écrire les règles sur les pixels pour les séparer, vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Pareil sur le texte, si je vous demande d'extraire des adresses, c'est un sujet, encore les adresses, c'est un sujet qui peut se contrôler, on peut écrire des règles pour extraire des adresses, mais il y aura toujours quelqu'un de très créatif pour réécrire l'adresse autrement, pour que les règles que vous avez écrites ne fonctionnent pas. Donc, on peut contourner. Donc, tout le sujet, c'est de dire comment se contractent des données non structurées. Donc, c'est là où on a eu la révolution du deep learning. Le deep learning, ça a surtout eu un impact sur la classification d'images, l'analyse de texte, la classification de signaux, etc., etc. Mais la sortie, vous voyez, c'est toujours de la sortie structurée. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des exercices de régression, classification, des calculs de distance, de similarité, des choses comme ça. Alors, j'ai rajouté aussi quand même une petite différence. Sur le machine learning de base, il n'y a pas de connaissance a priori du modèle. Donc, on repart systématiquement de zéro. Quand j'instancie un modèle, il ne connaît absolument rien, il génère de l'aléatoire et je dois lui faire apprendre de zéro sur mes données. Donc, ça me demande beaucoup de travail. Sur le deep learning, on a commencé à avoir un premier niveau de connaissance a priori, ce qu'on appelle le transfer learning. Donc, on récupérait, par exemple, sur l'analyse d'image, des modèles qui étaient pré-entraînés sur des gros datasets de données. Et en fait, on faisait juste le fine-tuning à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai fait l'exercice, j'ai récupéré des données entraînées sur ImageNet, mais moi, je voulais classifier des insectes, parce qu'il y avait un sujet de classification de colonies d'insectes. Dans ImageNet, il n'y a pas d'insectes. Mais moi, je n'ai pas besoin d'entraîner le modèle de zéro. Et en plus, je ne peux pas, parce qu'en fait, entraîner du deep learning de zéro, ça demande des datasets gigantesques. Je ne les ai pas. Moi, j'avais quelques centaines de photos d'insectes. Mais par contre, je peux récupérer, donc c'est un réseau de neurones profond. Je ne vais pas réentraîner tout le réseau de neurones. Je vais figer une partie. Je vais juste réentraîner la partie, les derniers layers. Et en fait, je suis capable de classifier des insectes. Et je profite comme ça de l'apprentissage qu'il y a eu avant. Donc, j'ai une forme de connaissance a priori que je peux réexploiter. Aujourd'hui, avec l'IA générative, donc, du coup, maintenant, c'est la sortie qui a changé. Donc, maintenant, on est sur de la sortie non structurée. On arrive à générer de la sortie non structurée. Donc, ça peut être du texte, de l'image, de l'audio, ce que vous voulez, de la vidéo, on va vers la vidéo. Et après, on a différentes modalités parce qu'on a du text-to-text, on a du speech-to-text, on a du image-to-text, on a du texte-to-image. Enfin, on peut imaginer tous les croisements possibles entre les données, les différents types de données structurées. Le chatbot, c'est du text-to-text, par exemple. La génération d'images, c'est du text-to-image. Voilà. Et en fait, tout le sujet, c'est j'ai des 0 et des 1, j'ai des 0 et des 1, et j'ai une espèce de convertisseur, traducteur entre les différents types de données. Après, le côté chatbot, il y a un entraînement en plus pour faire comme si ça nous parlait, mais bien évidemment, vous avez tous compris qu'il n'y a personne qui vous parle dans la machine. C'est juste que ça génère un texte qui ressemble à du dialogue et qui est en fait cohérent avec ce que vous avez écrit. Voilà, donc ça, c'est la version courte. Ça, c'est aussi la version, on va dire,
grand public facile. Après, il y a des domaines dans l'IA et le machine learning qui sont un peu moins mainstream parce qu'ils sont un peu plus complexes à mettre en œuvre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous préviens juste parce qu'à un moment, j'ai parlé de federated learning. Donc, il y a des méthodes comme ça qui sont alors, je ne sais pas si vous connaissez le mot TRL, donc Technology Readiness Level, c'est un peu la maturité d'une technologie. Donc ça, c'est des TRL qui sont assez élevés, c'est-à-dire qu'on peut quasiment prendre sur étagère, il y a un peu d'ingénierie et ça peut marcher. Il y a d'autres méthodes qui ont des TRL un peu plus complexes, c'est-à-dire que même si ça marche sur un cas, si je veux le réutiliser, je sais que je vais repartir sur des efforts de R&D parce que ce n'est pas généralisable. Donc vous avez des méthodes comme tout ce qui est par exemple le transport optimal, vous avez le few-shot learning, vous avez des méthodes sur les séries temporelles. Donc vous avez des choses qui sont très spécifiques, qui marchent au cas par cas, mais qui demandent beaucoup d'efforts. Je ne vais pas en parler, sachez que ça existe, mais après, quand on démarre là-dedans, on ne va pas commencer par les sujets complexes. On va bien évidemment commencer par les quick wins et les sujets un peu plus faciles. Donc, j'ai parlé d'IA, je parle maintenant du jumeau numérique. Parce que du coup, moi, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait beaucoup dans l'industrie, j'en ai fait aussi hors industrie. Le jumeau numérique, à la base, c'est un thème qui est orthogonal. Ça n'a rien à voir avec l'IA. Le jumeau numérique, c'est en fait, je veux un objet virtuel qui reproduit de façon fidèle le comportement d'un objet réel. L'idée derrière, c'est de pouvoir faire des scénarios, du what if, et en fait, je veux pouvoir avoir les mêmes caractéristiques, je veux pouvoir mettre des entrées, récupérer des sorties. Pour faire ça, en fait, c'est un modèle. Et ce modèle, en fait, ça va dépendre de ce que je veux capturer. Donc, si je veux capturer, par exemple, une chaîne d'assemblage, c'est juste c'est juste un modèle mécanique. Donc, c'est juste comme des Lego. C'est facile à mettre en œuvre. Si je veux commencer à modéliser des phénomènes complexes, donc là, moi, par exemple, j'avais travaillé sur la transformation de matière, donc de l'agroalimentaire. Je peux pas, il faudrait que je réécrive toutes les équations physico-chimiques, il y a de la thermodynamique et de la biologie. Il faut que j'écrive toutes les interactions entre les différents éléments. Il faut que je décompose ça par rapport à mon usine. Donc, partir faire un jumeau numérique à partir des principes premiers, c'est extrêmement complexe. Donc, on le fait dans certains cas qu'on sait justifier, ça coûte beaucoup d'argent. Les premiers cas avec lesquels j'avais travaillé, c'était un cas de construction de briques et de tuiles d'argile. Il y avait eu pendant 10 ans 3 thèses qui ont été faites, qui n'ont jamais débouché sur rien, parce qu'en fait, c'était très compliqué de modéliser la thermodynamique de l'échange d'eau entre la brique, l'atmosphère, avec une dépendance météo, parce que, en fait, en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air, voilà. Le phénomène est complexe. Donc, le sujet, ça a été en quelques mois de dire, est-ce que je peux, moi, récupérer des données en entrée, des données en sortie, construire un modèle prédictif qui me prédit, en fait, l'humidité en fait, de la brique en sortie? La réponse est oui. Et après, je vais y arriver après, bien évidemment, il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, le premier intérêt, c'est ça, c'est de se dire, si j'arrive à bien définir le périmètre, c'est plus facile à mettre en œuvre. Le deuxième intérêt, c'est, donc à un moment, j'ai dû faire aussi des modèles sur des stations d'épuration. Il y en avait 300, et aucune ne ressemble à aucune autre. Donc, bien évidemment, on ne va pas modéliser toutes les stations d'épuration, les 300, c'est un effort incroyable. Il s'avère qu'il y a des modèles exacts de stations d'épuration, mais en fait, ce n'est pas vraiment des modèles de stations d'épuration, c'est des modèles d'une partie de la station d'épuration. Enfin, ça, la station d'épuration, en fait, c'est une bactérie qui va digérer des éléments organiques et qui va transformer l'azote. Et après, ça fait des boues, donc c'est ce qu'on appelle la boue active. Donc, c'est des stations d'épuration par boue active. Il y a des modèles qui modélisent spécifiquement ce phénomène biologique de transformation des azotes organiques en azote inorganique. Mais une station d'épuration, c'est plus que ça. Il y a l'eau qui arrive, il y a tous les éléments mécaniques, il y a le nombre de bassins que je mets, il y a la météo locale, il y a l'oxygène que je vais injecter. Donc, c'est des phénomènes très complexes. Donc, voilà, on ne va pas se lancer dans une modélisation à partir des principes premiers. Donc, tout le sujet, ça a été de dire comment on caractérise une station d'épuration, comment on la caractérise de sorte à ce que les données soient homogènes entre les différentes stations d'épuration, et qu'est-ce qu'on peut capturer comme phénomène. Et donc, ça marche des fois, et des fois, ça ne marche pas. Les leçons à retenir, les points principaux à retenir, c'est il faut bien poser le périmètre de son modèle. Donc, ça veut dire, c'est quoi les données qui caractérisent la dynamique de mon modèle, les données en entrée, et qu'est-ce que je vais avoir en sortie. Parce qu'un même objet physique, suivant ce que je veux capturer et modéliser dedans, je ne vais pas du tout le représenter de la même façon. Par exemple, je vais parler après de l'être humain, parce qu'on peut faire un jumeau numérique pour un être humain, mais si je veux faire un jumeau numérique d'un être humain complet, c'est extrêmement complexe. Par contre, si je veux juste modéliser l'évolution d'une maladie, c'est beaucoup plus simple. Je m'intéresse à certaines données en entrée, certains outputs, c'est beaucoup plus simple, j'isole. Donc, le premier point, c'est quoi le périmètre? C'est quoi les données en entrée? C'est quoi la sortie? Le deuxième point qui est très important,
c'est la maîtrise des incertitudes. Mais là, du coup, c'est incertitude vraiment au sens d'incertitude de mesure. Parce que là, on n'est pas juste, c'est pas juste de la recommandation et puis qu'est-ce que quelqu'un va cliquer ou pas. Non, là, on est sur des choses beaucoup plus précises. Il faut que ma représentation soit fidèle. Ça veut dire que si dans mon monde réel, je mesure 3 plus ou moins 0,1, mon modèle, il doit prédire 3, mais il ne doit pas prédire 3 plus ou moins 2. Donc, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le... C'est bon, ça paraît à tout le monde, le principe des incertitudes. OK. Donc, il y a les incertitudes en entrée, les incertitudes de la sortie, mais aussi la sensibilité du modèle qu'il faut caractériser. Parce que, en fait, un modèle va propager des incertitudes. Donc, si je lui mets 0,1, si je le perturbe de 0,1 en entrée, est-ce que je récupère 0,1 en sortie? Est-ce que je récupère 1? Un modèle qui va avoir des fortes sensibilités, bah, des fois, ce n'est pas gênant, mais souvent, c'est très gênant. Donc, il faut aussi maîtriser ces aspects-là. Il y avait un troisième point. Quel était le troisième point? Qu'est-ce que quelqu'un s'en souvient? Bon, bref, je vais rester sur ces deux-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a un vrai sujet de modélisation, de maîtrise. Ah si, voilà, le troisième point me revient. C'est la dynamique de ce qu'on veut, c'est la variabilité intrinsèque de ce qu'on veut mesurer. Donc bien évidemment, si on veut capturer un phénomène qui est plutôt linéaire ou pseudo-linéaire, ça va être plus facile que si on veut capturer un phénomène qui est hautement non linéaire. Et ça va forcément poser des questions sur l'échantillonnage, la représentativité des données. Est-ce que j'ai échantillonné aux bons endroits? Si je sais que j'ai des zones linéaires, bah, je peux peut-être moins échantillonner, j'ai besoin de moins de données. Si par contre j'ai des zones où il y a des transitions de phase, des choses comme ça, il faut échantillonner plus, il faut que ce soit représentatif. Voilà, c'était ça le troisième point. Voilà, donc ça, c'est le jumeau numérique. Donc, dans le cadre de l'usine, l'avantage, c'est que c'est assez clair. Dans le cas de l'industrie, de façon générale, c'est assez clair. J'ai des machines, j'ai des choses, j'ai des objets qui sont bien représentés. Quand on commence à sortir en dehors du domaine de l'industrie, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, j'ai parlé de l'exemple de l'humain. Donc, un humain, qu'est-ce qu'on veut modéliser dans l'humain? C'est quoi la partie, la fonction qu'on veut modéliser chez l'humain? La voiture, c'est pareil. On peut construire un jumeau numérique de la voiture. Par exemple, si on veut modéliser l'usure, si on veut modéliser la dégradation de certains éléments, ça ne va pas nous dire les accidents, par exemple, parce qu'on ne capture pas cette partie-là. C'est une partie qui est en dehors du modèle. Un immeuble. Donc, comment est-ce que je caractérise un immeuble? C'est quoi? Parce qu'en fait, l'immeuble, nous, on voit un objet, mais pour un modèle, lui, c'est des données. Qu'est-ce que je donne comme données qui correspondent à un immeuble et qui expliquent la variable de sortie que je veux prédire? Et en fait, en voyant la présentation, je me suis rappelé, je me suis rappelé enfin, il y a différents sujets, mais je vais juste en parler d'un. C'est que moi, je devais faire de la prédiction de reliquats d'azote dans le sol pour des sujets agricoles. Et donc, comment est-ce que je modélise? Donc, c'est quoi? En fait, c'est un jumeau numérique d'un sol? En fait, quelque part, oui, parce qu'en fait, j'ai des données en entrée, j'ai l'azote en sortie. En fait, derrière, ça a plein d'implications, parce que, grosso modo, le reliquat d'azote, il est mesuré à une période. En fait, il y a des règles qui disent l'agriculteur peut mettre d'apport azoté par rapport au reliquat. Donc, l'idée, c'est que si on arrive à prédire le reliquat, en termes de logistique, on peut s'organiser en amont sur les commandes de l'azote, et donc on a un service à partir de la prédiction. Voilà, je vous fais la version très, très courte. Mais voilà, mais donc en fait, on veut modéliser cette parcelle. Qu'est-ce qui caractérise la parcelle? Quelles sont les choses qui impactent? Notamment, la météo va impacter parce qu'il y a des phénomènes de lavage du sol. Il y a les plans qu'on met durant 6 mois. Il y a la qualité du sol. Est-ce que c'est un sol argileux, sablonneux, etc. Voilà, donc il faut se poser ces questions-là. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Je vais quand même m'avancer. Ça fait déjà 15 minutes. Donc, derrière, une fois qu'on a compris ça, je vais partir de sujets simples et je vais monter en complexité. Les sujets simples aujourd'hui, surtout là avec la VAGIA générative, grosso modo, on est sur l'optimisation de l'existant, on est sur l'optimisation de process. On est sur l'optimisation de process, mais personne ne connaît ces process. Donc, dans l'industrie, l'avantage, c'est que les process sont liés à des objets physiques. Donc, ça va, c'est propre, c'est bien structuré. Dès qu'on rentre dans les bureaux, il y a des process parce qu'en fait, il faut faire des choses et il faut enchaîner des tâches dans un certain ordre. Donc, c'est un process. On peut même avoir le détail. Donc, c'est le workflow qu'on fait effectivement. C'est-à-dire, c'est quoi les tâches qu'on va appliquer. Par contre, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous faites, on peut le cartographier, on peut faire des ateliers de cartographie, on peut observer ce que font les gens. Déjà, on va voir qu'il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font concrètement. Et après, on va se rendre compte aussi que c'est très, très mal découpé, qu'il y a beaucoup d'allers-retours, ça s'appelle des inefficiences, de la non-valeur ajoutée, etc., si on parle du jargon ligne. Donc voilà, donc, déjà, il faut poser son process, le cartographier, le structurer. C'est la première étape avant de vouloir faire de l'IA dessus. Et une fois qu'on a fait le minimum et qu'on a gagné les premiers gains sur juste le fait de structurer son process, derrière, on a en fait différentes applications. Donc, l'IA générative, notamment aujourd'hui, va beaucoup travailler sur tout ce qui est analyse des documents, traitement du langage, analyse des emails, triage des emails, compréhension de documents, assistance à la rédaction, notamment quand vous êtes un gestionnaire, que vous devez rédiger 150 emails par jour. Ça peut être bien qu'ils soient pré-rédigés pour vous.
Et en plus, si vous pouvez rajouter du contexte et qu'ils prennent en compte le contexte pour le rédiger, c'est encore mieux. Ça évite de devoir, voilà, en fait, ça enlève une grosse charge mentale pour les gestionnaires. Le gros sujet, par contre, de l'IA générative, comme je vous ai dit, c'est que ça génère de la donnée non structurée. Si on veut intégrer ça dans des process automatisés, nous, on veut quand même de la donnée, enfin, une sortie qui soit minima structurée pour pouvoir la réexploiter. Donc là, c'était un sujet il y a encore 2-3 mois. Avec les derniers modèles, l'avantage, notamment si vous avez utilisé du Llama 3 ou des trucs comme ça, ils suivent un peu mieux les instructions. Donc, ils arrivent à vous donner des sorties bien structurées dans des JSON qu'on peut traiter automatiquement. Donc, on peut automatiser plus facilement. Mais il n'y a pas que l'IA générative. C'est juste que aujourd'hui, quand même, la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse, donc c'est plus facile d'y aller. Mais après, il y a des sujets de modèles prédictifs et de modèles prescriptifs. Parce qu'en fait, quand on a des dossiers qui arrivent, on veut, par exemple, identifier la gravité des sujets, on veut prédire, faire une estimation des coûts. On veut identifier tout de suite ceux qui vont être des sans-suite parce qu'ils ne sont pas pertinents. On veut prédire le temps qu'on va passer. On veut faire de la détection d'anomalies, des risques d'erreur, la fameuse détection de fraude. Donc tout ça, ce n'est pas forcément l'IA générative qui va le faire. Il faut revenir sur des modèles plus classiques parce qu'on veut des sorties très structurées avec des entrées maîtrisées. Et après, quand on mixe les deux, on peut avoir des modèles prescriptifs, donc du triage, de la recommandation, de l'automatisation. Il y a tout le sujet après d'exploiter effectivement les données non structurées. Donc j'ai commencé à parler du texte avec l'IA générative. Après, il y a tous les exemples de ce qu'on peut faire avec les images, donc tout ce qui est contrôle. Ça, c'est un peu le cas évident. Que ce soit dans l'assurance ou dans l'industrie. Après, il y a l'imagerie satellite. Donc ça, c'était par exemple des imageries justement. Donc c'est Airbus qui fournit des images satellites pour avoir justement. Enfin, je ne sais plus ce qu'ils mesuraient exactement, mais je sais qu'on réinjectait ça dans justement dans les calculs des apports azotés. Et en fait, on voit bien qu'on a tous besoin. Quand on commence à rentrer sur des choses complexes, on a besoin de données externes, on a besoin de partenaires. Voilà. Donc, je ne spoil pas, mais on va parler d'écosystème après. C'est pour ça que je commence à placer ces éléments-là. Et après, on peut utiliser aussi ça, par exemple, pour faire le suivi de santé de forêt. Voilà, on peut regarder un peu le cycle de vie d'un arbre, voir ceux qui se dégradent, etc. Donc, ça a des avantages immédiats. Mais après, ce n'est pas forcément là qu'est la plus-value. Ça, c'est des gains c'est des gains ponctuels. Ce qui va nous intéresser, c'est commencer à changer un peu d'approche et de mentalité. J'ai choisi la maintenance prédictive pour illustrer parce que je trouve que c'est un bon exemple. La maintenance prédictive, parce qu'on va parler beaucoup de prédictif et de préventif, prévention dans l'assurance après. Mais du coup, la maintenance prédictive, c'est un des premiers use cases vers lesquels les industriels vont parce qu'ils savent, parce qu'ils calculent tout de suite les coûts, hein, ils voient qu'une machine qui tombe en panne, ça coûte plus cher à réparer déjà. Et ensuite, ça a un impact sur la production. Donc, les coûts, ils explosent. Alors que si j'arrive à anticiper qu'il va y avoir un problème, en fait, je sais qu'il y a une pause là et que je vais aller juste changer une pièce, ça n'a rien à voir en termes de coût. La prévention, en termes de coût, c'est entre la prévention et donc le curatif, c'est un facteur 100, voire 1000. D'accord. Donc, dans une usine auto, là, il n'y a pas longtemps, dans une usine Stellantis, il y a eu une grosse panne. Il a fallu une semaine pour commander une pièce. Pendant une semaine, l'usine n'a pas produit. C'est plusieurs dizaines de voitures de l'heure multipliées sur une semaine. La perte, elle est énorme. D'accord. Donc, voilà. Le curatif, ça coûte très cher. C'est le message. Après, on va reprendre ce message pour l'assurance. Donc après, la maintenance prédictive, ça peut vouloir dire beaucoup de choses parce que si on fait de la maintenance prédictive sur des pompes, si on fait de la maintenance prédictive sur des armoires électriques, si on fait de la maintenance prédictive sur des bateaux, j'ai fait les trois, c'est pas du tout la même chose. Donc on va pas du tout les traiter de la même façon. Donc encore une fois, maintenance prédictive, c'est un thème, c'est pas un sujet technique. La formalisation du sujet technique va dépendre de ce que je vais avoir. En fait, par exemple, là, sur l'armoire électrique, j'ai des courants. Sur le bateau, on a installé des capteurs sur les différents moteurs. Et en fait, qu'est-ce que j'ai en entrée? Et après, la question, c'est qu'est-ce que je donne en sortie? Parce que sur le bateau, ce n'est pas évident. On a des capteurs vibratoires. Donc, on fait de l'identification de régime, on fait de l'anomalie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur un bateau qui est en haute mer? Qu'est-ce qui se passe? Ça tangue. Si je vois des anomalies, est-ce que c'est des anomalies à cause de l'océan? Est-ce que c'est des anomalies à cause du moteur? Ce n'est pas un cas évident à traiter. Donc là, on commence à sortir un peu de l'usine bien carrée, bien cadrée, la machine bien posée sur une terre qui ne bouge pas. Ça commence à devenir plus complexe déjà. L'exemple santé, qu'on peut tout de suite faire, le parallèle santé, c'est les exemples de smartwatch. On a déjà des exemples de smartwatch qui peuvent détecter des chutes. On a eu même des exemples de gens qui ont été sauvés par leur smartwatch qui avaient détecté une anomalie cardiaque. Moi, j'ai travaillé par exemple sur, alors ça n'a rien à voir avec des sujets urgents, c'était plus un système d'aide à la perte de poids avec une clinique qui faisait du traitement de l'obésité.
Et justement, on avait un sujet de comment est-ce qu'on caractérise. Alors, on ne parlait pas de jumeaux numériques à l'époque, mais le sujet, c'était qu'est-ce que je peux mesurer d'un être humain pour à la fois lui proposer un plan de sport et un programme nutritionnel. Voilà. Et donc, il y avait tout un sujet de c'est quoi les données en entrée, comment je structure ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme option derrière, comme action, comme programme, comment j'ajuste le degré de sport, comment j'ajuste les plats, etc., etc. Et derrière, on voulait des boucles de feedback en fonction du suivi du poids dans le temps. Donc voilà, il faut bien définir son système. C'est quoi mon système? Parce que l'être humain dans sa globalité est trop complexe. Qu'est-ce que je peux isoler de l'être humain? Qu'est-ce que je peux mesurer? On avait travaillé avec une start-up suisse qui faisait, qui faisait pas des bracelets, ils avaient un bracelet de brassard parce que c'était plus stable en termes de capteurs. Donc avec un brassard, les gens récupéraient un certain nombre d'informations physiologiques. C'était à une époque où les smartwatches n'étaient pas encore très développés aussi. Donc c'était 2015, je crois, 2016. Voilà, donc on commence à rentrer sur ces sujets. Donc là, on est sur des sujets techniques où on veut capturer, modéliser et utiliser les prédictions pour agir en amont. Et après, il y a aussi des opportunités de business, parce que j'ai eu plusieurs sujets aussi où des gens, des fabricants d'outils de production, sont venus me dire nous, on ne peut pas s'aligner sur les prix avec les constructeurs chinois. On n'a plus de marge de manœuvre en termes de qualité, parce qu'en fait, la qualité qu'on fournit, elle est déjà au top, au max. Donc, si on améliore, ça ne nous différencie pas, ça ne sert à rien qu'on pousse plus. Donc, il faut qu'on se différencie autrement. Donc, comment on se différencie autrement? En proposant des services. Donc, on commence à mettre de l'IoT. On a commencé à instrumenter parce qu'on voulait faire de la maintenance prédictive. Mais maintenant, ces capteurs qui sont là, ils peuvent aussi nous aider à optimiser les opérations des gens. Donc, on va les aider à optimiser les opérations en termes de coût d'énergie, en termes de temps de cycle de production. Donc ça, c'est un exemple d'une machine qui fait de l'usinage mécanique et du lavage. Ça, c'est une usine de biomasse. Donc j'avais travaillé avec une grosse boîte qui fait justement les chaudières pour les usines de biomasse. Et le sujet, c'était j'ai un nouveau type de biomasse qui arrive. Comment j'aide la personne à trouver les bons réglages rapidement pour ne pas qu'il y ait de la perte de biomasse, que la biomasse soit directement ou le plus vite possible reconvertie en énergie utile, qu'il n'y ait pas de cendres, qu'il n'y ait pas de CO2, qu'il n'y ait pas d'azote qui soit généré. Voilà. Donc, c'est un certain nombre de services qu'on met en place parce qu'on a les données et on a les variables, les bonnes variables, les variables actionnables qu'on peut manipuler pour que la prédiction, c'est-à-dire on a la prédiction, on a les variables, et donc on est capable de jouer des scénarios. Donc, c'est là où le côté jumeau numérique entre en jeu. On peut jouer ces scénarios what if et trouver les bons réglages, les réglages optimaux. Là, il y a plus de messages, du coup, on va ouvrir. Donc, j'ai parlé curatif, prédictive. Je mets la préventive au milieu pour expliquer la différence entre les deux, parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte qui n'était pas toujours clair par rapport aux gens. Dans l'industrie, il y a la maintenance préventive, c'est grosso modo, je regarde les statistiques dans le temps. Je regarde les cycles de panne, je fais des moyennes, et je vais dire, en moyenne, tous les X semaines, j'ai une panne. Donc, je vais faire des opérations de maintenance sur toutes mes machines, toutes les semaines. Donc là, on est dans une approche globale, dans une approche statistique. On n'est pas dans de l'analyse personnalisée par machine. Alors, si on parle personnalisé pour une machine, mais ciblée, on va dire plutôt. Ciblée. Parce que, voilà. On n'est pas sur une approche ciblée par machine. L'avantage de ça, c'est que forcément, ce qui va se passer, c'est que comme on n'est pas sur machine par machine, on n'a pas le détail du cycle de vie de la machine, on va avoir des opérations qui sont inutiles, c'est-à-dire qu'on va agir sur des machines où il n'y a pas forcément de raison d'agir, c'est juste que statistiquement, il vaut mieux le faire parce que comme ça, on est tranquille. Mais il y a aussi peut-être des machines qui sont dégradées plus vite parce qu'elles ont eu plus d'utilisation, elles ont été dans des régimes plus sollicités. Et celles-là, on ne va pas les voir. Donc, on va quand même avoir des pannes sur celles-là. Donc, ce n'est pas optimal en termes de frontières de décision. Donc là, on a des données, mais ce n'est pas le bon niveau de données. Ce qu'on veut, nous, c'est de la finesse. On veut du ciblage. On veut vraiment avoir les données de la machine. On veut voir le cycle de fonctionnement de la machine. Je veux mesurer ce qui se passe avec cette machine, combien de temps elle a fonctionné, qu'est-ce qu'elle a vu passer, est-ce qu'il y a eu des pics de production, est-ce qu'il y a eu des surcharges d'énergie, est-ce qu'il y a eu je ne sais pas quoi sur cette machine. Et c'est là où on va faire de la maintenance prédictive ciblée machine par machine. Bien évidemment, je vous laisse faire la généralisation à l'assurance. Pareil, donc pour illustrer une autre différence, la différence entre faire du contrôle et faire du prédictif. Donc pareil, en industrie, on a le cycle de production, le produit arrive à la fin, on fait le contrôle à la fin, mais si le produit n'est pas bon, le cycle est quand même fini, donc c'est trop tard. Donc on constate que ce n'est pas bien. Donc ça, c'est comme quand on a un sinistre, donc on gère le sinistre. On constate que ce n'est pas bien. Après, on peut avoir des outils prédictifs qui vont nous aider, qui vont nous estimer des choses, qui vont accélérer le traitement de certaines tâches. Donc là, on va avoir de l'IA. Donc c'est là où on est sur l'optimisation de l'existant. Mais en vrai, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si on veut vraiment transformer, nous, on va aller sur du prédictif, du préventif en amont.
C'est-à-dire que là, dans le cas de la qualité, on va suivre en fait la transformation de la matière dans le temps, on va mesurer des choses dans le temps, et on va faire une prédiction de qualité à chaque fois. Donc on va à chaque fois dire quelle est la trajectoire de la qualité. Est-ce qu'elle est toujours bien vers la bonne cible, ou est-ce que je commence à avoir des écarts? Et c'est ça qui va me permettre aussi d'agir de façon ciblée. D'accord? Donc là, je vais par exemple dire, ce lot-là, il y a eu un problème sur son profil de température. Je pense que derrière, ça va avoir un impact sur la qualité, donc on va l'arrêter tout de suite. On va peut-être, je sais pas, recueillir, refaire un truc, enfin, mettre en place une correction en amont, parce que derrière, ça coûte moins cher de corriger, encore une fois, de corriger en amont plutôt que d'attendre, plutôt que de constater en fait qu'il y a un problème à la fin. Et donc derrière, vous avez les mêmes logiques quand vous voulez faire des prédictions sur de l'absentéisme, risque climatique bâtiment, risque conduite, le risque santé. Hein. C'est de se dire, j'ai un système, je veux modéliser quelque chose, je veux prédire quelque chose. À quel niveau de finesse j'en suis? Est-ce que j'en suis juste à une analyse statistique globale qui me donne des informations sur le système? Par exemple, si vous voulez juste organiser le nombre de CDD dans votre service, avoir grosso modo la statistique du nombre d'absences, ça suffit. Par contre, si vous voulez vraiment ne pas être, il y a des services, par exemple en santé, s'il y a un absentéisme, déjà c'est tendu s'il y a une personne qui manque, ou même dans les usines, vous avez des cas où vous êtes en flux tendu, s'il y a des absences, c'est impactant. Vous n'avez pas envie d'avoir la moyenne. Vous voulez vraiment avoir l'absence à ce moment-là et les actions correctives à ce moment-là. Ou éventuellement anticiper le fait qu'il y ait une absence et, prévenir pour pas qu'il y ait d'absence, justement. C'est ça qui va vous intéresser. Et donc, ça va poser la question, encore une fois, de c'est quoi les données qui caractérisent mon système, c'est quoi le degré de finesse de mon système, à quelle étape je suis capable de prédire des choses, et derrière, qu'est-ce que ça m'ouvre comme levier d'action. D'accord? Donc, sur l'absentéisme, vous pouvez avoir de l'absentéisme lié à des raisons professionnelles. Vous pouvez récupérer du coup des informations professionnelles. Par contre, si vous avez de l'absentéisme parce qu'il y a une panne de voiture, si vous n'avez pas des données de la voiture, vous ne pouvez pas le prédire. Si vous avez de l'absentéisme parce que en fait, la maîtresse à l'école, elle n'est pas venue, du coup, la personne doit garder son gosse. Ou si, je sais pas, si vous n'avez pas les données sur l'absentéisme du coup, à l'école qui va se propager sur vous, vous ne pouvez pas le prédire. Donc, vous pouvez prédire que ce que vous mesurez. En fait. Donc ça, c'est des choses aussi à avoir en tête. Et comme le temps passe, je vais avancer. Donc, je vais aller sur les exemples un peu plus complexes. Donc là, c'est un projet, enfin, c'est un cadrage R&D que j'avais fait avec une ligne sur Tech, où ça illustre un peu comment on articule ces sujets-là dans le temps. C'est une ligne sur Tech qui sont ambitieux et puis ils veulent profiter de l'opportunité technologique, voilà, pour attaquer le marché. Donc eux, leur sujet, c'est de se dire comment est-ce que je construis un système complet et autonome qui suit le coût du risque en temps réel. Et ensuite, comment est-ce que je mets de l'incitativité dans mon système pour jouer sur ces risques. Avec une approche mobile first, parce qu'il y avait un sujet de quelles données, du coup, la question se pose quelles données. Et ça, on va l'avoir beaucoup dans l'assurance. Hein, on travaille sur les voitures connectées. On sait qu'il y a des données. On sait que des voitures modernes, les données passent par les constructeurs. Ils ne les partagent pas toujours. Il y a tout un sujet de comment je récupère les données. Écosystème, on va reparler. Mais voilà, donc eux, le sujet, c'était de... Ah non, je préfère pas dire ce que c'était parce qu'on pourrait y retrouver, il y a des causes de confidentialité. Mais il y avait un sujet voilà, de santé de gens. Et le sujet, c'était déjà, je ne veux pas faire des questionnaires longs, compliqués. En fait, je veux rapidement pouvoir scorer les gens. On fait des selfies, et à partir des selfies, quelles informations on peut extraire. On veut aussi traiter automatiquement les documents. Donc, on veut en fait automatiser au maximum toute la phase de création du dossier. Ensuite, on avait commencé à travailler sur des modèles de tarification dynamique. Donc, la tarification, c'est eux qui s'en chargeaient, c'est pas moi. Moi, j'étais plus sur la prédiction du risque. Donc, je leur ai structuré toute la démarche. Le sujet, c'était par rapport aux capteurs qu'on peut espérer avoir en série sur l'ensemble des mobiles, qu'est-ce qu'on peut donner comme activité ou qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information dans le temps pour construire un peu une espèce de profil, d'évolution de profil dans le temps. Et à partir de là, comment est-ce que je branche ça sur mon modèle de tarification pour ajuster la surprime, parce qu'en fait, du coup, il y avait une logique de surprime qui s'ajustait. Et bien évidemment, il y avait un sujet de robustesse adversariale, parce qu'on se doute bien que si on met en place un système, les gens ils vont comprendre le système, ils vont essayer de... voilà, par exemple, ils vont mettre le téléphone sur leur chien et le faire courir. Il faut être capable de détecter ces sujets-là. Et après, il y avait un sujet plus complexe qui avait émergé. Après, c'était de dire, oui, mais en fait, on veut aussi avoir des boucles de rétroaction sur les modèles comportementaux des gens et les incentives qu'on veut mettre en place. Donc, comment est-ce qu'on articule ça? Comment est-ce qu'on le formalise? Et là, il fallait par contre commencer à monter des partenariats avec des universités parce que c'est un sujet transverse, pluridisciplinaire. Donc ça, on a dit, on le fera plus tard. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse parce je n'ai pas la réponse pour comment on le fait. Mais voilà, on a commencé vraiment à construire une vision très, 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 très poussée.
Et l'autre sujet qui est plutôt une étude prospective dans le cadre donc, du Acovia Lab qu'on a commencé à porter parce qu'on a différents échanges avec différents partenaires, c'est un sujet sur est-ce qu'on peut construire un écosystème santé qui permet de faire de la prévention ciblée et qui arrive à aligner les intérêts des différents acteurs du système. Parce qu'en fait, on avait commencé à discuter avec différents acteurs. Donc, dans l'écosystème, vous avez des patients, vous avez les organismes institutionnels, vous avez les praticiens de santé, vous avez les assurances et mutuelles, vous avez des logiciels de gestion, notamment vous avez des logiciels des pharmacies qui récupèrent qu'est-ce qui est acheté par qui. Tous ces gens-là ont leurs propres intérêts, qui ne sont pas toujours alignés. Mais si nous, on veut construire de la prévention autour du patient, il faut à un moment qu'on arrive à construire une vision déjà technologique, et ça, c'est un énorme sujet, parce qu'avec toutes les réglementations qu'il y a, du coup, j'ai listé les verrous. On a commencé aussi à faire la liste des verrous. Donc, il y a des verrous scientifiques et techniques déjà. Donc, est-ce qu'on a les bons modèles? Juste, on oublie tout le reste. Si on a toutes les données, on est dans un monde idéal, on a toutes les données. Déjà, est-ce qu'avec ça, on a les bons modèles pour construire ce qu'on veut? Donc, ça, c'est purement la partie scientifique technique. Ensuite, est-ce qu'on a les données? Quelles données on a? Donc, du coup, là, on commence à perturber un peu le système. On va se dire, OK, on sort de la vision idéale, on n'a pas les données. Ensuite, les sujets réglementaires qui viennent se rajouter, on ne peut pas utiliser telle donnée, machin, on ne peut pas partager ça, etc. Et ensuite, tout le sujet organisationnel, synchronisation, écosystème, qui prend les décisions sur quoi, etc. Donc, c'est un sujet qui était très complexe. Alors, pour être honnête, depuis l'IA générative, il est un peu en pause parce que les sujets, les priorités ont un peu basculé. Mais c'est quand même un sujet qu'on a envie de remettre en place et de relancer. Et voilà, donc, alors il y a des sujets techniques, bien évidemment, notamment tout ce qui est réglementaire, etc. Donc, là, j'allais dire, il y a du federated learning. Donc, federated learning, c'est la capacité à apprendre sans centraliser les données. Donc, on apprend localement. Et ensuite, on récupère seulement les résultats de l'apprentissage dans un espèce de modèle global qui va agréger les résultats des autres modèles. Donc, c'est une technique qui est très étudiée. Alors, à la base, d'ailleurs, c'était développé beaucoup par Google pour leurs analytics, parce qu'ils voulaient virer les cookies et construire un ensemble de choses. Voilà, je passe, mais il y avait le sujet. Comment est-ce que j'arrive à suivre les gens, mais pas au niveau individuel, mais avoir suffisamment de précision pour que mes modèles prédictifs soient bons, mais en étant en accord avec RGPD, tout ça, et sans que les gens se sentent traqués. Il y avait tout ça. Et finalement, on se dit, mais en fait, bon, OK, pour les analytics, on va quand même le bloquer parce qu'on n'aime pas Google, mais on peut le réutiliser voilà, sur les données santé, sur ce genre de choses. Ça a un intérêt. Et puis après, il y avait tout le côté, est-ce que les blockchains peuvent répondre au côté un peu organisationnel, prise de décision décentralisée? Alors sur la blockchain, la réponse est que ce n'est pas mature. C'est très compliqué à structurer parce que finalement, on se rend compte qu'au-delà de la solution technique, il faut définir ses contrats. Donc ça veut dire que des gens doivent définir ce qu'on met dans le contrat. Donc ça veut dire quand même que ce n'est pas un truc magique, genre on le met, ça y est, la décision est décentralisée, tout le monde est synchronisé. il y a des choses avant et puis il y a des choses après. Parce qu'en termes de sécurité aussi, c'est pas forcément… Il y a des soucis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a un vrai sujet. Et puis après, voilà, donc c'est comment est-ce qu'on construit une démarche collaborative, comment est-ce qu'on anime les enjeux, et ensuite, comment est-ce qu'on définit une roadmap. Donc voilà, on peut commencer à aller sur des sujets très profonds. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, derrière, moi, j'ai des gens qui ont par exemple des maladies chroniques, et je vais être capable de les suivre dans le temps. Je veux récupérer le maximum de données que je peux, et je veux voir un peu comment ils évoluent, comment ça se dégrade, qu'est-ce que je peux faire en amont pour anticiper sur la dégradation, etc. etc. Ouais. Ouais, mais j'ai… Ouais. Mais c'est la clôture, justement. Okay. J'ai fini. Ben, parfait, merci beaucoup. Donc, du coup, ben, voilà, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi l'impact pour l'assurance? Donc, oui, on va parler de dire gestion des sinistres, efficacité opérationnelle, ben, tous ces termes-là, vous les entendez partout, vous tapez même chez ChatGPT, il va vous proposer ça. C'est une vision très limitée. Donc, on voit bien que l'impact, il va au-delà ce n'est pas que la technique, ce n'est pas qu'un enjeu technique. Donc, la technique, oui, va essayer. Bon, on a testé la faisabilité, c'est très bien, mais ça impacte toute l'organisation, notamment la stratégie, ça commence par la stratégie. Il y a un enjeu de gouvernance et ça touche aussi les processus et les humains, surtout les compétences, les collaborateurs et ça touche toute l'organisation. Et on ne peut pas se limiter à aborder le sujet uniquement sur côté technologie. Donc, pour pouvoir amener une transformation, on voit bien que le secteur, il est, on va dire, impacté fortement. Je pense que pour nous, en tout cas, notre conviction, c'est qu'il faut réinventer l'assurance avec l'IA et le numérique.
le premier point, c'est revenir justement, c'est renforcer la prévention, donc pour maîtriser les coûts, garantir la pérennité et l'assurabilité. Passer une approche, justement, c'est ce que a mentionné Amine, d'une approche réactive, mais vraiment une approche proactive en intégrant une vision à long terme. Et quand on parle justement, quand on a parlé de prévention, ce n'est pas de la sensibilisation, envoyer des courriers, manger 5 fruits et légumes, brossez-vous les dents, c'est plus une sensibilisation, on va dire, une prévention ciblée. Et on a aujourd'hui, comme on a vu, tous les moyens pour le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps pour vous donner quelques exemples. Et transformer surtout les métiers et les organisations, changer d'approche et de vision, que ce soit la vision technologique ou la notion de service. Et surtout, pour pouvoir arriver, l'assureur, il n'a pas besoin de faire ça tout seul, parce qu'il faut se baser pour une notion d'écosystème. On l'a bien vu avec la présentation de tout à l'heure, qu'il faut se rapprocher des gens qui font notamment des organismes qui proposent des données de partage, que ce soit des organismes publics ou autres, et aussi des secteurs comme par exemple pour la santé, ça approchait des spécialistes et des experts du domaine pour construire un écosystème et pouvoir répondre à toutes ces solutions. Donc, bien sûr aussi, il y a des acteurs importants qui sont les startups pour compléter cet écosystème. La transformation des métiers, on en a vu. Et du coup, pour conclure, je vais aller rapidement. Donc, pour faire une transformation, donc nous, on a monté, le sujet est très complexe. On a monté une communauté dans le cadre d'un lab qui nous permet vraiment de traiter le sujet, de parler du sujet. Donc, on fait ça part des diagnostics, on fait des expérimentations et des hackathons, des études d'opportunité sur ces différents sujets, notamment les sujets du lab, c'est tout ce qui concerne le futur du travail, le climat, le vieillissement, la santé. Et notre conviction, c'est pour se transformer, commencer d'abord par l'intelligence collective avant l'intelligence artificielle. Et c'est fini. C'est fini. Alors, comme je disais, Xavier du s'absenter un peu précipitamment, je vais initier les questions. Pardon. Je vais initier les questions. Peut-être qu'on a le temps d'en faire une, puisqu'on doit rendre la salle à midi. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, il y a 2 questions. On va commencer là. Allez-y. Un aspect que je n'ai pas souvent abordé, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on peut considérer que le développement de l'IA, ça va aussi créer ou développer des risques assurés? C'est-à-dire en dehors de l'utilisation de l'IA par un assureur, est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact sur les risques qui sont assurés ou qui sont amenés à être assurés? Il y a différentes façons de répondre à cette question. La réponse est bien évidemment oui. J'en vois au moins 2. Dans le cas de tout ce qui est cyber, bien évidemment, l'IA va accentuer, clairement, la question ne se pose même pas. Au-delà de ça, quand on utilise des modèles d'IA dans des domaines particuliers, il y a des risques aussi d'erreur, notamment tout ce qui est risque de biais, etc., qu'il faut prendre en compte. Ça fait partie des sujets qu'il faut creuser. On peut parler de tout en 45 minutes, mais bien évidemment que, par exemple en RH, clairement, il y a des sujets RH. D'ailleurs, il y a tellement des sujets en RH que dans les AI Act, ils ont été mis très rapidement en haut risque parce qu'en fait, il y a des vrais sujets d'impact de décision sur les gens, sur la vie des gens, avec potentiellement des biais, notamment le fameux cas de qui ne voulait pas recruter des femmes, qui pénalisait les femmes. Et des exemples, moi, depuis 2014, j'ai une longue liste d'exemples, j'en ai plein, mais les biais racistes, les biais ceci, les biais cela. Donc, oui, il peut y avoir des choses comme ça à avoir en tête. Si je crois qu'il y a une deuxième question, peut-être. C'est au fond, non? Non, tu n'as pas. Il s'est tiré. Oui. Non, ça a répondu. Ok, merci beaucoup. On peut le remercier encore. Merci. Juste un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, parce qu'on a parlé du numérique. L'IGN sont en train de sortir les jumeaux des territoires. Apparemment, ils vont faire l'annonce dans les jours qui viennent. Et après, il y aura les jumeaux des bâtiments. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous, pour votre modèle. Je vais faire un petit mot de clôture rapidement avant midi.
Déjà, je vais commencer par remercier tous les intervenants pour leur présentation. Merci beaucoup. Remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir assister à l'événement, toutes les personnes qui étaient en ligne également. Xavier vous adresse et est désolé d'avoir dû partir précipitamment, mais il avait une contrainte de dernière minute. On va remercier aussi CNP pour l'organisation de l'événement et l'Institut Louis Bachelier, bien sûr, pour les locaux. Et donc, on vous donne rendez-vous au prochain événement de la chaire. Je ne sais plus exactement lequel c'est et quand c'est, mais toutes les infos sont disponibles sur le site de la chaire. Merci à tous. Merci. Attends.